Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Avant de recevoir notre invité, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter Mountain Changemaker. Lancé en février 2024, Mountain Changemaker est un laboratoire d'action et un média dédié à la transition des territoires de montagne. Pourquoi un laboratoire d'action et pourquoi un média ? Le dérèglement climatique s'impose à nous tous. Les territoires de montagne sont en première ligne et doivent se préparer à un changement de modèle important. Ces changements sont un véritable défi pour les acteurs publics, économiques et associatifs. C'est un défi que nous devons relever collectivement en agissant sur nos modèles, nos métiers et même parfois sur nos vies personnelles. Et bien souvent, le point de départ de ces actions est l'adoption d'un nouveau récit collectif, au-delà des constats, en partageant des connaissances, des initiatives prises sur le terrain, en évaluant les pistes et en identifiant des freins. Mountain Changemaker permet cette mise en mouvement. Nous avons fait le choix de la parole pour inspirer, la parole pour montrer la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif. Donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée et positive. Et aujourd'hui, nous donnons la parole à Guillaume Desmurs, consultant, journaliste, écrivain, et c'est Caroline Berwex qui l'interroge sur la situation de l'immobilier en montagne. Pour ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'immobilier de montagne, je suis avec le journaliste et écrivain Guillaume Desmurs. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu écris sur le milieu de la montagne et l'écosystème des stations de ski et leur histoire. Tu présentes également le podcast du Lama Project, des interviews avec les acteurs de la montagne autour de la transformation de ces territoires, sujet qui nous passionne aussi ici à Mountain Changemakers. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est toi qui viens répondre à nos questions dans cette interview filmée qui sera aussi déclinée sous forme de podcast. Un format qui nous tient à cœur à Mountain Changemakers puisque l'on sait que le temps est précieux et que le rythme effréné de nos vies ne nous permet pas toujours d'associer l'image et le son. Guillaume, parlons donc d'un sujet préoccupant en montagne, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immobilier. En France, le marché de l'immobilier était à la baisse en 2024, mais dans les stations de montagne, ce secteur d'activité ne connaît pas la crise. Au contraire, le prix du mètre carré augmente encore, atteignant même des sommets indécents de 50 000 € le mètre carré à Val d'Isère. Pourquoi le marché de l'immobilier de montagne se porte-t-il aussi bien ? Le plan Neige construit des stations de ski avec au cœur de la création de valeur l'immobilier. Le domaine skiable, ça attire, c'est l'attracteur. Mais ce qui crée de la valeur, ce qui génère de la valeur, c'est l'immobilier. C'est un choix qui a été fait de développement à cette époque-là, dans lequel on vit toujours. Donc aujourd'hui, il faut le répéter, là où la valeur est créée en station de ski, c'est l'immobilier. Les mairies le savent, puisque c'est une grande partie des ressources des communes, et les acteurs privés le savent aussi. Voilà. Les banques, les promoteurs, les propriétaires, les locataires, etc. Si on fait un rapide tour d'horizon des problématiques liées à l'immobilier dans les stations, je vais te citer quelques chiffres que tu pourras compléter ou décrypter. Premier constat, en moyenne, 60% des logements sont des résidences secondaires et ça peut atteindre plus de 80%. À Chamonix, par exemple, c'est 70%. 50% du parc immobilier en montagne est occupé moins de 3 semaines par an. Le logement est le deuxième poste le plus impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les 3/4 des appartements en station de ski sont des passoires thermiques. On bâtit des constructions nouvelles pour pallier au manque de logements. Et on assiste donc à une spéculation immobilière, on le disait, et un prix du mètre carré qui ne cesse d'augmenter et qui fait fuir les habitants et sociopros, entraînant entre autres des problèmes de mobilité et de pollution. On a vraiment l'impression de marcher sur la tête en montagne. Quelles seraient les solutions qu'on pourrait envisager ? Tu viens de faire un résumé de la situation aujourd'hui. Tout ça, tu as raison. Tous ces chiffres sont vrais, ils sont connus depuis longtemps, notamment celui qui est assez hallucinant de 50% du logement en montagne sont des lits froids, c'est-à-dire occupés moins de 3 à 4 semaines par an. Et on continue de construire. Eh bien oui, parce qu'il faut compenser l'augmentation des lits froids, donc c'est une fuite en avant, et il est beaucoup plus facile de construire du neuf que de rénover de l'ancien. Donc là, tu viens de résumer en fait la situation aujourd'hui dans les stations de ski. Et si on l'élargit un petit peu, et c'est ce que fait un rapport d'il y a 1 an et demi de l'inspection des finances sur l'attrition du logement principal, c'est-à-dire l'effritement du logement principal dans les zones touristiques en France. Donc stations de ski, mais pas seulement. Il y a les mêmes mécaniques.
On connaît très bien ce phénomène, avec une augmentation, du prix, du foncier, du prix des loyers, qui génère un phénomène d'éviction. On ne peut plus habiter sur les territoires. C'est réservé à des résidences secondaires, donc des gens qui ont des résidences secondaires ou voire tertiaires, quaternaires, qui ont plusieurs maisons, qui ont de l'argent, et qui n'occupent ces habitations que quelques semaines dans l'année. Donc on connaît très bien ce phénomène et on connaît très bien aussi et on le vit et les habitants des territoires de montagne le vivent aujourd'hui. Les enfants ne peuvent plus habiter en station. Quand on travaille en station, on habite plus loin, en bas de vallée. Donc on fait des kilomètres en voiture. Ça veut dire quoi des kilomètres en voiture? C'est du temps, c'est de l'essence, c'est des routes à entretenir, à sécuriser, c'est des parkings à construire, etc., etc. Et puis surtout, tout ça, ça mène à une dépopulation des communes de stations de ski. Toutes les communes de stations de ski, à quelques très, très rares exceptions près, dont Samoins, c'est dû à la proximité de Genève, mais toutes les communes de stations de ski, porteuses de stations de ski, perdent des habitants depuis 10 ans. Voilà. Ça, c'est quand même un chiffre que je trouve assez hallucinant. Il y a beaucoup de maires d'ailleurs qui ne les connaissent pas ou de députés. J'ai eu des échanges, des interviews, des débats avec, des acteurs politiques qui ne connaissaient pas ces chiffres ou qui feignaient peut-être de ne pas les connaître. Toujours est-il que ce panorama que tu viens de nous dresser, il y a l'immobilier qui est au cœur. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. C'est que personne n'a la volonté d'y faire grand-chose Pourquoi? parce que c'est le cœur du modèle économique. C'est-à-dire? C'est le cœur de la création de valeur. C'est là où se trouve l'argent, les rentrées d'argent. Une commune, aujourd'hui, elle a besoin de construire de l'immobilier neuf pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Voilà. Et depuis le début, depuis les années 60, et le rapport de la Cour des comptes, ce fameux rapport de la Cour des comptes de février dernier, le rappelle très bien. Il rappelle les chiffres que tu viens de citer, et il rappelle aussi, dans un paragraphe que je trouve très intéressant, que j'avais jamais lu ailleurs, il rappelle le rôle central de l'immobilier dans le financement des stations de ski. L'immobilier va financer les équipements. Les équipements type remontée mécanique ou infrastructure, routes, parking, vont grossir, vont attirer des nouveaux touristes qu'il faut loger, etc., etc. Donc il y a une sorte de roue comme ça, aujourd'hui de fuite en avant parce que ça s'accélère sans qu'on sache vraiment où ça va. Mais en tout cas, ce mécanisme-là, décrit par la Cour des comptes, est à l'œuvre depuis les années 60. On a fait un choix, j'insiste là-dessus, on a fait un choix de développement en France qui a été incroyablement rentable. Il faut le rappeler, il faut en être fier aussi. On a construit des stations de ski qui ont généré une économie, du business de façon incroyable ces 50 dernières années. Soyons-en fiers. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il commence à grincer et il provoque ce genre de phénomène-là. Les territoires se dépeuplent, on ne peut plus loger. On a une commune comme Saint-Lary, par exemple. Saint-Lary, station de moyenne montagne dans les Pyrénées. Saint-Lary a 92% de résidences secondaires dans les logements de la commune. Comment vous voulez créer une vie à l'année avec des services quand vous avez 92% des lits qui sont de la résidence secondaire? Donc aujourd'hui, ce modèle économique qui était le résultat d'un choix, plan neige, les stations de ski sont construites par des promoteurs immobiliers avec le soutien de l'État, SEATM, le service interministériel de développement des stations de ski, avec Maurice Michaud à la tête. Lui, il était chargé d'accompagner des investisseurs et des promoteurs pour construire les stations nouvelles dans les années 60. La dernière grande station construite de cette façon-là, c'est Val Thorens, qui a ouvert en 73. Donc, on va dire que de 64 à 73, pendant 10 ans, le plan Neige va créer des stations en mettant au cœur des promoteurs immobiliers avec un fonctionnement de promotion immobilière. Ça, c'est par exemple un choix que n'ont pas fait les Autrichiens, voilà, qui eux ont parié sur l'hôtellerie. L'hôtellerie qui, par définition, est des lits chauds. Nous, on a fait un choix différent, qui encore une fois a été extrêmement profitable, mais qui aujourd'hui montre ses limites. Un choix qui est notamment raconté dans la réédition de La Neige empoisonnée de Daniel Arnaud. En novembre 2024, donc, la loi sur l'immobilier a changé, notamment concernant les meublés touristiques, pour favoriser le logement à l'année. Le député Xavier Roseren parle d'une boîte à outils. Qu'est-ce que tu en penses? Je me réjouis qu'on en parle et qu'on mette ce sujet-là en débat. Je me réjouis que ça bouge au niveau du législateur.
Après, si on regarde ça, l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, qui est à la discrétion des maires, la loi ZAN qui arrive et qui est détricotée par le lobby du ski, notamment l'ANMSM, l'association des maires de stations de montagne, qui fait tout ce qu'elle peut pour préserver, et elle le dit, préserver la capacité des maires à continuer à construire. Laissez-nous construire, c'est ce qu'ils demandent dans leur communiqué de presse. Donc, il y a un ensemble de lois qui vont dans le bon sens, mais qui me paraissent, et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais qui me paraissent clairement sous-dimensionnées. On n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est pas à l'échelle. Il faut aller plus vite, plus haut, plus fort. Sauf que quand je dis ça, on touche au cœur de la création de valeur des stations de ski. Donc on ne peut pas du jour au lendemain fermer le robinet à pognon. Voilà, c'est pas possible. Donc j'encourage et je trouve bien que des lois soient votées et qu'un peu à la marge, on fasse varier les pourcentages, on bouge un petit peu les curseurs. Fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose. Il faut juste, et j'ai pas la solution réglementaire ou c'est pas mon boulot, mais il faut juste se dire: «Est-ce qu'il serait possible», comme le recommande d'ailleurs, le rapport de l'inspection des finances en donnant, des exemples, dans le monde entier, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Autriche évidemment, en Suisse, limiter, voire limiter fortement, les résidences secondaires. En Suisse, ils ont une loi qui a été votée déjà il y a une vingtaine d'années, la loi Weber, qui, vise à limiter, à 20 d'un territoire, les résidences secondaires. 20. Je vous avais rappelé tout à l'heure que dans les stations de ski, on a entre 75 et 92 de résidences secondaires. Donc évidemment que toutes ces lois sont bienvenues, mais il faut aller plus vite, plus fort. Il en va de la capacité des habitants à rester sur leur territoire. En fait, c'est ça dont il s'agit. C'est pas seulement de fiscalité, de revenus, de rentabilité. Il s'agit de comment on va vivre demain en montagne. As-tu un exemple de commune qui prendrait à bras le corps ce sujet de l'immobilier? Il y a 2 exemples. Le premier, c'est Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, avec un maire, Guillaume Desrues, qui, a fait campagne avec son équipe sur un moratoire, sur les constructions de résidences touristiques neuves. Voilà, c'est la première fois qu'on voyait ça. Un maire, en plus, il est élu en faisant campagne sur ce programme-là. Donc c'était courageux, c'était osé, c'était risqué, mais je considère qu'il a raison. Il a mis le doigt, sur le sujet central. Et puis le deuxième exemple, c'est Tignes, où Tignes a fait ce constat, de façon très lucide en disant: «On perd des habitants». Tignes, c'est une des stations de ski, une des communes de stations de ski qui perd le plus d'habitants chaque année. On n'est pas loin de 4 d'habitants perdus sur le territoire de la commune depuis 10 ans. Ça, c'est quand même un problème pour les maires de la commune de perdre leurs habitants. Perdre des habitants, c'est perdre une école, c'est perdre une vie à l'année. Oui, mais comme le modèle économique, c'est un résultat du modèle économique, donc vous faites quoi? Vous allez à l'encontre du modèle économique qui fait vivre tous vos administrés? Ou vous vous battez pour aller à l'encontre de ce modèle? En fait, c'est le problème, c'est cette espèce de dilemme dans lequel ils sont, c'est qu'ils savent très bien qu'il faut fermer tout doucement le robinet, de l'immobilier, parce qu'on voit les effets qu'on vient de décrire, et puis en même temps, c'est celui-là qui fait vivre tout le monde. Donc, Morzine a fermé des classes, l'école de Morzine a fermé plusieurs classes. L'école de l'Alpe d'Huez est passée de 7 à 3 classes. C'est quand même fou quand on y pense, ces territoires qui sont magnifiques, où il fait bon vivre, où il y a de l'activité économique, il y a du boulot pour tout le monde. Les classes ferment et les habitants s'en vont. Voilà. Donc il y a 2 communes qui ont pris le sujet à bras-le-corps, d'autres réfléchissent, mais il y en a 2 qui vraiment ont agi, sur le PLU et sur leur stratégie. Tignes, ils ont fait ce constat très lucide de, on perd des habitants, comment est-ce qu'on fait pour préserver une vie à l'année? La vraie question est là. Comment demain on habite sur nos territoires de montagne? Voilà. Et quel boulot on a? Où est-ce qu'on loge? Comment on grandit? Comment on travaille? Comment on s'éduque? Comment on se cultive? Comment on fait du sport? Et Tignes a agi, notamment, avec en mettant en place une démarche très courageuse, qui s'appelle Tignes 2050, dont c'est le début. Ils ont mis en route quelque chose qui est, j'oserais le mot de révolutionnaire, et qui, j'espère, va inspirer d'autres stations, pas pour faire exactement la même chose, mais pour s'inspirer de l'état d'esprit.
Et cet état d'esprit, c'est de se dire: «Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça parce que dans quelques années, on va être totalement vide». Alors OK, peut-être qu'on aura, des prix de l'immobilier, des prix du mètre carré, qui vont continuer à augmenter. On aura peut-être un budget de la commune qui va continuer à augmenter, super. Mais, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des habitants dans ma commune? Ou est-ce qu'on se transforme en luna-park? Et puis à la fin de la saison d'hiver, on ferme. Pourquoi pas? Mais que ça soit au moins une décision collective. Donc, Tignes a pris en main les choses en lançant cette, démarche Tignes 2050, en faisant participer la population. C'est pas facile, mais c'est très courageux. Ils ont, travaillé sur le PLU. Ils ont, aussi, repris, sous forme de société publique locale, la gestion du domaine skiable pour mettre le domaine skiable et son infrastructure, notamment les remontées mécaniques, au service de ce projet de territoire. Comment on peut utiliser la remontée mécanique? D'abord pour financer cette transition et puis pour, faire du transport peu carboné. Et le mot important là-dedans, que nous rappellent, Tignes et Bourg-Saint-Maurice, et on peut citer aussi Métabier, petite station du Jura, pionnière de la transition, c'est le mot de projet de territoire. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune station de ski, aucune commune de station de ski, à l'exception de ces 3 que je viens de citer, qui ont un projet de territoire. C'est-à-dire une stratégie de moyen long terme sur, comment on va vivre demain et quelle est notre feuille de route pour y arriver. Se projeter sur 10, 20, 30 ans. Il n'y a aucune commune de station de ski qui n'a de projet de territoire, à l'exception de Métabier, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs et Tignes. Ça fait pas beaucoup, 3 communes qui ont fait des choix, courageux. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir, dans les stations de montagne? Qu'est-ce qui pourrait faire, vraiment bouger les choses? Déjà, moi, je compte toujours sur l'amour des montagnards pour leur territoire, et ils vont se présenter, ils vont monter des listes, ils vont se faire élire. J'espère qu'aux prochaines élections municipales, on va voir apparaître des équipes municipales qui seront, lucides. Oui, mais avec les mêmes enjeux, économiques derrière, finalement. Les maires, ils sont pas libres, on a l'impression. Ou ils sont pas courageux. C'est c'est une question compliquée, ça. C'est une question compliquée. D'abord parce que je suis pas maire et que être maire, c'est la position la plus difficile aujourd'hui. Parce que quoi qu'il fasse, ils s'en prennent plein la tronche. Voilà. Un maire aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il s'en prend plein la tronche. Hem, En plus, être le maire qui va commencer à faire sortir une station de ski du modèle économique qu'il a fait vivre depuis 50 ans, c'est pas évident. Donc ça demande non seulement du courage, mais ça demande aussi de la modestie, parce que les enjeux de la transition, ils sont complexes. C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est les risques naturels, c'est, la transformation des habitudes de consommation, la législation, et cetera, et cetera. C'est donc de la modestie pour reconnaître qu'on ne sait pas et faire appel à des experts pour se faire accompagner, et puis, c'est une capacité aussi à emmener un territoire, parce qu'un maire, il décide pas tout seul, hein, et donc voilà, ça demande, tout ça dans un contexte qui on va dire économique, qui est encore profitable. En tout cas, dans les plus grandes stations, il y a pas de problème, tout va bien. Là, c'est Noël, ça a été magnifique, donc c'est d'autant plus difficile de faire avancer les choses. Moi, je suis optimiste, et je suis très enthousiaste, sur l'avenir, parce qu'il y a déjà des très bons exemples qui nous montrent que c'est possible, et je trouve qu'il y a un exemple comme la station de Tignes, qui est l'une des plus hautes, qui prend en main et qui sera peut-être la dernière. Quand je dis la plus haute, c'est-à-dire peut-être la dernière qui sera concernée par le manque de neige, hem et qui, n'attend pas et qui prend en main le sujet, qui agit tant qu'il en est encore temps et qu'ils ont un peu d'argent. Ça me réjouit et je suis certain que ça va faire ça va inspirer. Je vois que dans le Vercors, ça bouge beaucoup aussi. Vercors Citoyen, fait des propositions remarquables, sur l'avenir, du territoire. Des propositions qui sont pas contre, c'est des propositions qui tiennent compte de l'évolution, du business, que tout le monde puisse vivre sur le territoire correctement avec un boulot à l'année, et cetera, et cetera. Donc il y a beaucoup de choses qui sont enthousiasmantes et qui, portent à croire qu'on va y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Après, la seule question, c'est: quel va être le coût économique et social?
Et aujourd'hui, plus on attend, plus ce coût il va être important. Et je pense qu'il faut ne pas hésiter à montrer du doigt et à rendre responsables ceux qui font traîner la transition. Et ceux qui aujourd'hui font traîner la transition, c'est-à-dire qui, par leur inaction stratégique, augmentent le coût économique et social qui va être payé par cette transition, sont aujourd'hui le lobby du ski, la NMSM, DSF, l'Association des maires de stations de montagne, domaines skiables de France, et l'ensemble des élus, départements, régions et même de l'État. Donc, la question de l'immobilier est centrale. Aujourd'hui, on semble bouger un petit peu, mais on est loin d'être à la hauteur. Il y a un truc qui pourra aussi faire bouger les choses, pour répondre à ta question, c'est les banques. Les banques, elles sont au cœur du dispositif parce qu'elles financent tout ça. Donc, si elles continuent à financer, on sait que les banques ne prennent jamais de risques, c'est le principe. Si elles continuent aujourd'hui à financer l'immobilier de montagne neuf, c'est qu'elles considèrent qu'il est encore rentable. Là-dedans, la candidature pour les JO 2030 vient aussi rassurer en disant vous inquiétez pas, on est au moins tranquille jusqu'en 2030. On est tranquille pas sur la neige, ça c'est pas le sujet, sur les prix de l'immobilier. Le jour où les banques considèrent que c'est plus rentable de financer des projets immobiliers neufs, les choses changeront. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais les banques ont un rôle central. Merci beaucoup, Guillaume Desmurs, pour cet entretien accordé à Mountain Changemakers. Merci. Rendez-vous sur mountainchangemakers.com pour suivre les précédents épisodes de cette série consacrée à l'immobilier de montagne. Il y a de nombreux éléments à retenir dans cet échange avec Guillaume Desmurs. D'abord, depuis le plan neige des années 60, c'est l'immobilier qui est le principal vecteur de création de valeur dans les territoires. Ensuite, il est aujourd'hui plus facile de construire du neuf plutôt que de rénover l'ancien, une forme de fuite en avant. Enfin, ce mécanisme rend le logement permanent inaccessible sans la mise en place de politiques publiques très coûteuses. Le nombre d'habitants est d'ailleurs en baisse dans la plupart des territoires d'altitude. Bref, l'enjeu est de réguler la construction de résidences secondaires. Un enjeu très fort pour les territoires et les communes qui ont conscience de couper le robinet des finances et que cette coupure est la solution pour retrouver un meilleur équilibre entre résidences secondaires et vie locale. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir nos vidéos sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemaker, mais aussi sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Caroline Berwex.